Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Le nomadisme, c'est vraiment prendre le temps de chercher à s'intégrer, dans un nouveau paysage et une nouvelle culture, quoi. Cette voix, c'était celle de Yuna, la toute première invitée sur Nomadness. Après 3 ans de nomadisme en voilier qui l'ont conduite de la Bretagne aux Canaries en passant par l'Espagne, Madère et les Azores, elle a créé son activité de travel planner spécialisée dans le voyage éthique et éco-responsable à travers son entreprise Evadiou. Donc dans la première partie de notre discussion, elle m'a parlé de son voyage en mer, et puis dans un second temps, elle m'a livré plein de clés pour avoir un mode de vie et de voyage plus respectueux à la fois de la planète et des populations locales. Et ces clés, elle les applique justement dans son activité. Du coup, ça m'a permis d'analyser ce que je fais déjà et ce qu'au contraire, je veux améliorer. Et ça, je le partage aussi avec vous. Bref, cette conversation m'a à la fois plongée dans un monde maritime que je connais très mal, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai une énorme admiration pour les voyageurs comme Yuna, mais aussi ça m'a aidé à travers des conseils très concrets pour diminuer l'impact de mon nomadisme. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de Yuna, c'est qu'elle est très déculpabilisante. Bref, j'espère que cette conversation vous plaira autant qu'à moi. Allez, bonne écoute. Hello Yuna, bienvenue sur le podcast. Ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, tu es travel planner, en particulier dans le voyage éthique et éco-responsable. Tu as fondé une entreprise qui s'appelle Evadiou. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept, ce que c'est qu'un travel planner aussi, puisqu'il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui ne savent pas, et présenter un peu donc ce que tu fais. OK, bonjour, merci de m'accueillir en tout cas. Donc oui, moi je suis travel planner, c'est-à-dire que, je vais faire du conseil pour l'organisation de voyages pour des particuliers qui veulent partir, de manière plutôt éthique, éco-responsable. Je vais, accompagner dans tout ce qui est recherche, pour, trouver, des transports, des logements, des choses à visiter, pour découvrir, l'endroit où les gens veulent partir en vacances. Tout ça, c'est sur mesure, donc les gens vont définir eux-mêmes, le budget qu'ils veulent mettre, où ils veulent partir, leurs habitudes de voyage de manière générale, parce qu'on voyage tous de manière différente et voilà, donc moi, je prends tout ça en compte pour les aider à organiser leur voyage. Super chouette. Quand est-ce que le projet est né et comment il est né? D'où ça vient cette envie de faire ça? Le projet, il est assez récent au final parce qu'il date de moins d'1 an. J'ai fait une reconversion professionnelle, il y a 1 an à peu près. J'ai découvert ce métier un peu par hasard parce que c'est un peu nouveau en France, on n'en a pas entendu beaucoup parler. Moi, je revenais d'un voyage de 3 ans à la voile, donc plutôt en tant que nomade du coup. 3 ans, c'est long et quand je suis revenue en France, voilà, j'avais besoin de trouver un métier qui me permette de continuer à bouger et puis aussi qui soit un peu orienté, vers le voyage parce que j'ai vraiment aimé et il y a aussi des choses que j'ai vues que j'ai moins aimées dans le voyage et donc j'avais envie de participer à un peu une transition dans le monde du voyage, si on peut dire. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est super chouette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, tes 3 ans de nomadisme en voilier qui est quand même, un mode de voyage, pas commun et assez original. Donc, où est-ce que tu as été? Comment ça se passait? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette expérience-là? Ouais et quand j'étais jeune, je voyageais pas beaucoup et donc j'avais toujours un peu cette idée, ce rêve du voyage, qui me suivait. J'ai découvert la voile, parce que voilà, j'habite en Bretagne, la mer, elle est toujours à côté et donc j'ai commencé assez tardivement la voile mais je m'y suis mise. J'ai fait un service civique qui m'a permis de devenir monitrice de voile et donc c'est là où j'ai eu l'opportunité d'avoir un bateau, un petit voilier. Donc je suis partie avec mon copain. On l'a rénové d'abord le voilier pendant 5 ans, donc voilà, c'est un projet de longue haleine et puis, après ça, on s'est dit: «Bon, on part», on n'avait pas de durée déterminée, voilà, c'était un peu: «On part, on verra bien». Mais on savait qu'on avait envie de prendre notre temps. Donc on est parti de Bretagne, on est descendu jusqu'en Espagne, au Portugal. Après on a traversé notre première grande traversée, hauturière. On a mis, alors que je dise pas de bêtises, 5 jours pour rejoindre Madère.
On est resté quelques mois à Madère et puis ensuite on est descendu aux îles Canaries et là, on est resté 1 an en tout, ouais, presque 1 an sur les Canaries, donc on a réussi à aller d'île en île, voilà, en bateau. Après, on voulait descendre plus loin, mais en fait, on a eu des problèmes, des soucis techniques, on va dire, sur le bateau. Donc ce qui nous a obligés à remonter parce qu'en fait, on pouvait pas faire réparer sur place. Donc on est rentré en France, mais en repassant par Madère et par les Açores avant de rentrer. Donc voilà, c'était un périple, dans les îles de l'Atlantique, on va dire, finalement. Mais super chouette parce que, on s'est rendu compte qu'il y avait pas besoin d'aller très loin pour être dépaysé et voilà et c'est des îles qui sont magnifiques et chaque île est différente, chaque endroit est un coup de cœur, voilà. Et bah, justement, c'est drôle que tu dises ça parce que je voulais expressément te demander quelle était ta destination coup de cœur? Ou allez, tu as droit à un top 3, on va dire. Top 3, alors on va dire Madère parce que pour, nous, c'est la première île où on est arrivé. C'est une île, volcanique, enfin voilà, moi, c'est un paysage que je connaissais pas du tout. Donc vraiment, voilà, le dépaysement, quoi. Donc je pense que coup de cœur pour ça. En plus, on a eu de la chance parce que Madère, c'est quand même assez touristique. On a eu de la chance d'y être en période, donc post-covid et où il y avait pas trop de monde et puis c'était fin de l'automne, hiver, donc en fait, on était assez tranquille, pour se balader là-bas. Donc vraiment, on a adoré. Les gens sont très gentils, les paysages sont magnifiques. Voilà, vraiment super. Après, aux Canaries, les îles sont assez différentes, d'est en ouest, mais je pense qu'on a eu un gros coup de cœur, pour La Palma, qui est donc la plus grande île de l'ouest. Parce que, pareil, c'est aussi moins touristique. Les gens qui vont là-bas sont plus des gens qui vont faire de la randonnée, découvrir la nature, et voilà, très, très joli et puis, la petite île d'El Hierro qui est la plus au sud et qui, paye pas de mine, quand on arrive mais, finalement, nous, on est restés assez longtemps. On a appris à découvrir les habitants et du coup, vraiment chouette. Vraiment de bons partages. Voilà, dans le top 3. C'est intéressant parce que moi, je connais les Canaries aussi et du coup, j'ai fait que 3 îles qui sont pas celles que tu as citées là. J'ai vraiment envie d'y retourner, mais là, du coup, je note dans ma bucket list, des Canaries à faire. OK, donc ça, c'est les destinations que tu as adorées. Est-ce qu'il y a une peut-être pas une destination, mais une expérience que tu as moins aimée et peut-être quelque chose que tu ferais différemment, une leçon que tu en as apprise? Ouais, alors, moi je pense qu'une expérience, qui a été assez marquante, c'est quand on est passé de Madère aux Canaries. On est parti donc de Madère où c'était chouette, on était vraiment très contents et on est arrivé à, La Graciosa, voilà, petite île, à l'est, port. Alors on avait réservé une place au port parce qu'en fait aux Canaries, il faut savoir donc c'est particulier, on voyage en voilier, hein, mais il faut réserver les places de port. Ce qu'on fait pas ailleurs, dans le monde. Enfin, en tout cas en France ou en Espagne ou au Portugal, il y avait pas besoin. Mais là, il fallait réserver et donc on avait envoyé une demande de réservation, mais on partait de Madère parce que la météo changeait, il fallait qu'on parte. Donc on est parti sans avoir la réponse et on est arrivé en milieu de nuit, à La Graciosa et en fait, on s'est fait très, très, très mal accueillir sur place parce qu'en fait, la personne qui garde le port, c'était pas un marin, c'est juste un gardien et que, ils ont là-bas aussi beaucoup de migrants qui arrivent. Ils sont hyper, protocolaires sur la manière dont on arrive dans les ports. Donc notre première re arrivée aux Canaries était un peu, particulière. Donc maintenant qu'on le sait, voilà, la prochaine fois, on ferait différemment, on s'y prendrait en avance, on préviendrait bien qu'on arrive. Voilà, il y aurait, peut-être une manière de se présenter qui serait différente. C'est vrai que nous, on est arrivés, voilà, on a réservé, on arrive, de toute façon, il y a de la place, on se met quelque part et puis voilà. Et voilà. Mais je pense que c'était plus une incompréhension qu'autre chose. Ouais, OK, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai pas du tout le prisme voilier en plus, enfin le prisme maritime même plus généralement et la Graciosa, moi j'étais à Lanzarote beaucoup. Pour les auditeurs ou les auditrices qui connaîtraient pas, que la Graciosa, c'est une toute petite île, enfin je sais pas combien il y a d'habitants. Bon, il y a pas grand-chose, il y a un village, hein, Ouais, un village de pêcheurs. ouais, c'est un village globalement, mais qui est vraiment juste à côté. Donc moi, la Graciosa, je l'ai vue depuis les miradors de Lanzarote, mais j'y ai pas été. J'aurais bien aimé y aller, mais j'ai pas eu l'occasion et en fait, les habitants de Lanzarote, moi, c'est une des îles, peut-être mon île préférée des Canaries et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est les habitants qui étaient hyper gentils, hyper authentiques et tout. Bon, après là, le contexte était vraiment particulier. Tu as parlé tout à l'heure des soucis techniques que vous avez eu avec votre voilier, à un moment donné. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus, dire le contexte dans lequel ça vous est arrivé?
Comment vous vous en êtes sortis? OK. Alors, donc nous, le voilier, pour remettre le contexte, c'est un don. C'était un voilier qui est resté 20 ans, sans bouger dans un port. Voilà, la personne était très âgée et n'arrivait pas à vendre son voilier parce qu'il était dans un état un peu déplorable. C'est un voilier en aluminium et donc qui nous l'a donné. Pour nous, c'était un peu qui tout double. On verra bien ce que ça donne, dans quel état est la coque, tout ça, parce qu'on savait pas. Et puis on a fait les travaux, tout allait bien, on est parti. En fait, au début, on voulait tester le bateau, avant, en naviguant plus en Bretagne, en France, avant de partir. Mais comme il y a eu le covid, on n'a pas pu faire ces vérifications-là avant. On s'est dit: «Tant pis, on part» et en fait, on s'est rendu compte, qu'il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau, mais on savait pas trop d'où ça venait et en arrivant en Espagne, donc au tout début du voyage, hein, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une micro fissure dans la coque, à un endroit un peu charnière. Alors pour ceux qui connaissent, c'est au niveau du safran, donc c'est l'endroit qui permet de diriger le bateau et donc on est arrivé à Gijón et donc là, on a trouvé un soudeur aluminium, ce qui est pas facile à trouver, mais qui était pas du tout spécialisé dans le nautisme et en fait, qui a fait une soudure qui a tenu, mais qui était pas idéale. Mais ça fuyait plus, donc nous, on est repartis, on a continué notre voyage. Et en arrivant à El Hierro, on voulait sortir le bateau pour, caréner, donc en fait, nettoyer la coque, avant de traverser, parce que notre but, c'était de traverser, l'Atlantique, pour aller aux Antilles et tout ça. Parce que là-bas, ça coûte beaucoup plus cher. Donc on s'était dit: «On le fera tant qu'on est, aux Canaries, ça coûte moins cher». Et en sortant le bateau, en fait, on s'est aperçu que la fissure était revenue et même si on prenait pas l'eau, en fait, c'était en train de vraiment craquer, quoi. Donc là, on a réussi à trouver des soudeurs très, très gentils à El Hierro. Avaient pas l'air inquiets, ils se sont dit: «Oui, pas de souci». Ils travaillaient souvent sur les bateaux, ils ont commencé à travailler dessus et en fait, l'alu, il avait été déjà soudé beaucoup trop de fois et donc c'était pas terrible. On a remis à l'eau et là, pour le coup, on reprenait l'eau. Donc alors c'était pas, des litres et des litres qui rentraient, hein, c'était du goutte à goutte mais bon, c'est pas rassurant. Il y a des gens qui, dans notre cas, seraient partis quand même, auraient continué le voyage. Nous, on est des gens très prudents et on n'avait pas envie de se mettre des dangers supplémentaires. Donc on a choisi de rentrer en France. Voilà. OK, super intéressant. Ça me fait penser à une dernière question peut-être sur, ta partie voyage perso avant de parler du reste. Est-ce que tu penses que ces voyages-là, du coup, il y en a plusieurs en un, en fait. Est-ce que tu penses que tu les aurais faits si tu avais été solo? Alors, non, parce que c'est pas ma manière de voyager. En plus, en bateau, moi, j'aime partager, en fait, quand je voyage, notamment quand je suis en mer. Je suis capable de rester des heures à regarder l'océan et d'un coup voir un poisson. Mais si je vois un poisson, un truc qui saute, j'ai besoin de le partager, de le dire, voilà. Et en plus, en mer, on n'a pas accès à internet. Enfin, nous, en tout cas, on n'avait pas accès à internet. Donc on n'est pas là en train de partager avec des gens en direct et puis, en plus, c'est pas ce que je cherche et donc voilà. Moi, c'est pas quelque chose que j'aurais fait solo, mais parce que j'ai pas envie, j'aime trop partager, discuter de ce qu'on voit et voilà. À ce moment précis de notre conversation, j'ai eu envie de demander à Yuna. Et donc, quelqu'un qui veut voyager et qui, comme toi, aime partager quand il voyage, mais qui a personne pour voyager avec lui ou avec elle, il fait comment? À ce moment-là, j'ai pas osé lui poser la question. Par contre, à la fin de notre conversation, une fois que les micros étaient coupés, je lui ai demandé et elle a parlé des groupes Facebook ou des apps qui permettent de trouver des partenaires de voyage. Son idée du voyage comme un partage avant tout m'a fait pas mal réfléchir et je me suis demandé du coup quelle est ma position là-dessus. Mon avis, c'est que c'est pas parce qu'on est solo qu'on partage pas. On partage aussi, mais différemment peut-être. Et surtout, on partage pas tout le temps avec une seule et même personne, mais avec celles et ceux qui croisent notre route à un moment précis. Bref, à la fin, on était d'accord toutes les deux pour dire que si, comme Yuna, on aime partager en voyageant, c'est surtout pas parce qu'on est solo qu'on doit pas partir. D'ailleurs, dans la suite de notre échange, Yuna s'adresse justement aux voyageurs qui veulent lever les voiles. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui rêvent de partir comme ça, à la voile. Enfin, moi, j'en vois beaucoup parce que je suis des groupes, par exemple sur Facebook, de rêver de partir en voilier. Il y a aussi des histoires de gens qui sont partis, qui connaissaient rien à la voile et pour qui tout s'est bien passé. Et donc ça tente certaines personnes de partir, comme ça, un peu, on va dire, sans préparation. Je pense que si on a envie de partir, il faut le faire parce que c'est vraiment une aventure, incroyable. Mais que pour voyager
en voilier, hein. Je reste sur le la thématique du voilier, mais voilà, ça se prépare quand même. Faut un minimum connaître le bateau parce que la mer, ça peut très, très bien se passer comme, bah, en fait, le moindre petit truc, bah, on est isolé, quoi. On est tout seul. Donc c'est important, bah, de savoir conduire son navire, voilà, que tout ne repose pas sur une seule et même personne et puis, bah, oui, de se préparer, d'être prudent, de prendre le temps de faire les choses et voilà, ne pas se précipiter ou vouloir aller, là où va tout le monde, à la vitesse où va tout le monde et voilà, vraiment prendre le temps de vivre son voyage, à son rythme. Et ça, c'est un conseil que tu donnes pour les personnes qui veulent voyager en voilier, mais que tu généraliserais aussi à l'ensemble des voyageurs, j'imagine? C'est comme ça que je vois plus le voyage, ouais, comme, bah, il faut prendre le temps de souvent on voyage qu'une fois au même endroit, on n'y retourne pas 10 fois et donc autant prendre le temps de vivre vraiment le voyage et enfin, moi j'ai pas cette culture de partir en vacances, pour, 4 jours, à l'autre bout du monde, pour, consommer du voyage, on va dire. Donc pour moi, c'était hyper important en voyage de vraiment prendre le temps de rencontrer les gens, de s'imprégner d'une atmosphère, de voilà, ouais et que ça soit en voilier ou bah, voilà, même quand on voyage en voilier, finalement, après, on reste beaucoup dans un endroit au port et puis, bah, on gravite autour, hein. Donc ouais, qu'on soit à terre ou ailleurs, je pense que c'est bien de prendre son temps. Et donc tu disais aussi tout à l'heure, c'est pour ça, pour partager cette vision-là du voyage que tu as fondé Evadio et donc tu as suivi une formation, pour ça, il me semble, de travel planner. Est-ce que tu peux parler un peu de cette formation, expliquer en quoi ça consistait, pourquoi tu l'as choisie peut-être et expliquer s'il y avait une dimension éco-responsable, voyage éthique, slow travel et cetera ou pas du tout, si c'est toi qui l'ajoutes? Voilà. Alors, en effet, du coup, moi, j'ai découvert ce métier un peu par hasard, donc j'ai commencé à me renseigner, bah, comme à chaque fois qu'on découvre un métier et puis, bah, je me suis vite dit que ça m'intéressait, j'avais envie de me former. Alors des formations, il y en a plusieurs qui existent. Alors globalement, il y en avait 2 qui ressortaient pour moi dans le lot, qui avaient plus ou moins les mêmes programmes. Alors c'est rigolo parce qu'il y en avait une qui était par contre très tournée voyage, éco-responsable et une pas du tout, enfin qui était tournée vers, tous les voyages de manière générale. Mais après moi, c'est, vraiment au feeling de la personne, que j'ai eue en face de moi. J'ai échangé avec les 2 formatrices et étonnamment, je me suis tournée plus vers la personne qui n'était pas orientée, voyage éco-responsable, mais voilà, parce que le feeling est mieux passé. Après, moi, j'ai travaillé dans l'environnement pendant longtemps, j'ai fait des études en gestion de l'environnement, donc voilà, c'était une corde que j'avais déjà et je sais pas si j'aurais appris beaucoup plus de choses, en fait, sur le voyage éco-responsable. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait, hein, dans l'autre formation du coup, mais voilà, je pense que j'avais assez de cordes à mon arc pour travailler, toute seule sur ce sujet, quoi, on va dire. Non, mais ça fait complètement sens, et par rapport à ça, j'aimerais maintenant te poser des questions pour nous aider, enfin m'aider moi déjà et puis les auditeurs et les auditrices, qui veulent construire un mode de voyage et ou nomadisme plus responsable. Moi, c'est un énorme enjeu pour moi. Je sais que c'est pas du tout parfait, la façon dont je voyage aujourd'hui et je veux l'améliorer continuellement. Donc quels conseils tu donnerais toi pour avoir un nomadisme, responsable? Alors c'est drôle ce que tu dis parce que tu dis, «Ouais, c'est pas parfait et tout», mais je pense que de toute façon, qu'on soit en voyage ou pas, on a beau faire de notre mieux, ça sera jamais parfait, hein. Donc ça déjà, je pense que c'est important de le garder en tête. Voilà. Alors après, pour un nomadisme responsable, bah, j'ai presque envie de répondre que, c'est un peu les mêmes conseils que ceux qu'on donne pour un voyage, on va dire plus classique, pour qu'il soit responsable. Donc, faire attention aux moyens de transport qu'on utilise, on en entend assez parler, au logement qu'on va choisir, à sa consommation d'énergie, ou de ressources de manière globale. Bon, du coup, comme on en avait un peu parlé, j'ai fait quelques recherches et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nomades. Alors, souvent, c'est associé aux digital nomades, mais c'est pas sûr qu'il y ait que eux, qui sont associés à une sorte de tourisme de masse. Donc, ça va être, des gens qui vont se regrouper entre eux, qui vont, par exemple, louer une villa, tous ensemble et former une espèce de communauté de digital nomades et puis, bah, qui vont, garder leur rythme de vie, on va dire, français, mais à moindre coût, en faisant, la fête, au bord de la piscine dans leur villa, le soir, voilà. Sans vraiment de volonté d'intégration et de participer à la vie, locale. Finalement, peu importe qu'ils soient en France, aux Canaries ou, en Amérique du Sud, voilà.
leur mode de vie change pas trop et du coup, je me suis posé plus de questions et donc ce qui ressortait, pour, un nomadisme responsable et qui peuvent s'appliquer aussi au monde du voyage, mais en slow travel, ou gens qui partent, tour du mondiste, voilà. Je pense que l'avantage de certains modes de voyage comme le nomadisme, c'est de prendre le temps, comme je disais tout à l'heure et du coup, prendre le temps de s'imprégner d'un lieu, de sa culture, de tisser des liens avec, les personnes sur place et j'ai trouvé un article hyper intéressant, où il y a un sociologue qui s'appelle Felipe Cor, j'espère qu'on prononce comme ça son nom et qui parle du voyage, nomade ou du slow voyageur comme une personne qui ne deviendra jamais un autochtone, mais qui pourrait se l'imaginer finalement. Donc il dit que ce slow voyageur ne visitera pas tous les monuments de la nouvelle ville, mais qu'il reverra peut-être plusieurs fois le même parc, le même café, la même boulangerie, et parlera quelques mots appris dans la nouvelle langue. Et je pense que c'est hyper important ce qu'il dit, c'est qu'en fait, effectivement, on va se créer une espèce de routine locale qui serait pas la même en fait que celle qu'on aurait, chez nous, dans notre pays natal finalement. Donc, mes conseils du coup pour arriver à ça, je dirais que c'est, 1 de sortir des communautés de nomades, travailleurs, qu'on peut d'ailleurs nous vendre sur les réseaux. Des fois on voit la pub, «Venez travailler au bord de la piscine, avec votre cocktail» et donc de se créer une routine, voilà, plus adaptée à là où on est. D'essayer de s'intégrer localement. Alors je dis pas que c'est facile, hein, mais d'essayer. Déjà en apprenant, des mots, de là où on est, d'essayer de parler la langue même si on la parle pas parfaitement, voilà, déjà de faire des efforts. Je pense que les locaux, ils apprécient. Ça peut être, par exemple, aussi en participant aux activités du quartier ou en s'inscrivant dans des associations, je sais pas, une association de sport, si on fait, du rugby, dans notre pays, quand on est en nomade, et qu'on est dans un autre pays, on peut aussi s'inscrire dans une association de rugby finalement. Rien ne nous en empêche. Voilà. Après, on peut aussi essayer de soutenir, les locaux, leur mode de vie en consommant, des produits locaux, plutôt que le camembert qu'on a l'habitude de manger chez nous. En achetant, chez des artisans et puis, aussi, pourquoi pas, en partageant notre savoir-faire. Selon, notre cœur de métier ou quoi, ça peut être utile dans les pays où on va. On n'est pas forcément obligé de travailler pour une boîte, de chez nous et je dirais aussi que, là, comme pour tous les voyageurs, il faut faire attention à notre consommation de ressources. L'eau, l'électricité, la nourriture, l'accès au logement. Il y en a certaines, selon les pays où on va, ça peut être difficilement accessible pour les locaux et du coup, même si en France, on est habitué, on prend l'exemple de la France, hein, mais on est habitué quand même à un certain confort, il va falloir s'adapter parce que le voyage, c'est aussi s'adapter pour moi à ce que les nouveaux lieux, nous offrent. Pour conclure, je dirais que le nomadisme, c'est vraiment prendre le temps de chercher à s'intégrer, dans un nouveau paysage et une nouvelle culture, quoi. Voilà. Super intéressant. Ma question suivante, c'est: comment est-ce qu'on peut choisir ses logements pour réduire son impact? Quels sont les modes de logement que toi tu conseillerais de privilégier et ceux au contraire qu'il faut éviter? Alors c'est pas une question facile, je trouve. Parce que justement, aujourd'hui, on est à l'ère, un peu de l'avènement, d'Airbnb pour les gens qui veulent partir souvent, c'est facile d'accès, voilà et du coup, c'est pas toujours facile de prendre conscience de, l'impact, qu'on peut avoir en choisissant nos logements en tant que voyageurs, qu'on soit, tourisme de passage, classique, on va dire, ou, nomade. Alors du coup, moi, dans mon entreprise Evadio, pour m'aider, voilà, à choisir les logements et m'engager, auprès des gens qui font appel à moi, j'essaye d'avoir une charte éthique avec des valeurs et pour choisir les logements notamment, j'ai essayé d'écarter de ma liste, les grands complexes touristiques parce qu'ils sont souvent responsables de, dénaturation de paysages, tourisme de masse, fragilisation des écosystèmes parce que, il faut pas se mentir, quand on va, justement, au sud, de Grande Canaria ou de Tenerife et qu'on voit, des énormes, buildings, qui ont été construits dans un endroit, sauvage et en fait, ça enfin, le paysage, il est devenu moche, alors qu'en fait, c'était des endroits magnifiques et puis, du coup, c'est des endroits où on voit plus de Canariens, il y a que des touristes blancs européens qui sont là. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'ai choisi d'écarter de ma liste ces grands complexes-là. Après, je vais essayer aussi de privilégier des hébergements qui possèdent des labels reconnus, éco-responsables. Alors, il y a par exemple, Green Key, un label, international éco-responsable et on a aussi en Europe, l'écolabel européen. Alors, je dis pas qu'il y a beaucoup de logements dessus et que, ces labels sont forcément parfaits, mais en tout cas, vous pouvez aller sur leur site, il va y avoir
bah, eux aussi, ils ont des chartes, internes, voilà, les critères qui font qu'ils sélectionnent certains logements et pas d'autres. On peut essayer aussi de trouver des hébergements indépendants qui vont être gérés par des locaux, qui vont directement contribuer à l'économie locale, même si ces logements sont pas parfaits. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que par rapport à une grande chaîne d'un groupe, de logements où l'argent retournerait, directement aux actionnaires et aux dirigeants qui, bah, forcément sont dans les pays, déjà riches et ben, quand on passe par un local, bah, l'argent, il va directement à la personne concernée, quoi. Et puis, bah, après alors ça, c'est un peu, je pense que c'est une des questions les plus difficiles aujourd'hui, c'est d'éviter de compromettre l'accès au logement pour les populations locales et en fait, même en France, la question, elle se pose. J'étais, en début de mois, aux rencontres du tourisme, Bretagne, à Morlaix et en fait, bah, même là, la question, elle se pose. Donc la région Bretagne, par exemple, s'interroge sur cette question à l'échelle de la Bretagne. Parce que oui, en fait, il y a des endroits où les locaux, ils ont plus accès à des logements de manière pérenne ou à des prix corrects et notamment moi où je vis, là, je suis à Concarneau et en fait, bah, quasiment tous les bails qu'on peut trouver l'hiver, bah, c'est des bails qui sont de 10 mois, qui vont de septembre à juin et puis comme ça, les propriétaires, bah, l'été, ils louent, à un prix, très, très haut. Mais donc pour les gens qui vivent là à l'année, qui travaillent là à l'année, bah, c'est compliqué de se loger. Donc voilà, je pense que là encore, il y a rien de parfait. Je dis pas qu'il faut forcément cracher sur Airbnb parce qu'en fait, ça peut aussi permettre à certaines personnes, d'arrondir les fins de mois ou de vivre tout simplement. Mais voilà, je pense qu'il faut juste rester conscient, essayer de se renseigner sur les pratiques qui se font et bah, la destination où on va, quelles sont ses problématiques en fait, quoi. Et justement, pour des destinations qui auraient ces problématiques-là, donc tu vois, je pensais pas que c'était aussi présent en Bretagne, je l'apprends. Il y a des destinations, à l'échelle européenne dont moi j'ai entendu beaucoup parler par rapport à ce sujet-là, comme Barcelone, Lisbonne. Donc en ce moment, je suis à Lisbonne et j'ai beaucoup, beaucoup hésité à y aller, notamment pour ça. Elles sont fortement, impactées par le tourisme de masse et comme tu dis, ça compromet potentiellement l'accès au logement pour les locaux. Du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les proscrire totalement? Est-ce qu'il y a des moyens, de les visiter, en diminuant son impact? Qu'est-ce que tu conseillerais toi? C'est aussi une question, qui est pas évidente, mais je pense pas que ça soit une bonne idée de proscrire certaines destinations. On va pas fermer d'un coup une ville, au tourisme, voilà, juste parce qu'il y a du surtourisme. En plus, bah, ces villes, elles en souffrent, mais finalement, elles en vivent aussi. Voilà, si du jour au lendemain, on coupe, l'entrée des touristes, bah, finalement, 80 de l'économie s'effondre, quoi. Donc après, on peut peut-être, moi, c'est ce que j'essaye de me dire de manière générale quand on voyage, peut-être juste repenser notre manière de visiter, bah, ces endroits en particulier, quoi. Par exemple, quand on va faire un city trip, bah, peut-être qu'on va pas faire un city trip d'un week-end, voilà. Ou peut-être qu'on va, privilégier des périodes, hors saison touristique ou, aller visiter cette ville plutôt en semaine parce que, bah, déjà, il y aura moins de monde. Donc même si ça change pas le problème des logements, parce que finalement, il faudra toujours se loger, mais ça va déjà changer le problème de la densité de touristes au même moment, au même endroit. Donc ça, pour les populations locales, c'est aussi parfois un problème. On peut peut-être aller explorer des quartiers moins connus aussi, parce qu'en fait, souvent, c'est, le centre-ville qui va devenir, inhabitable pour, les populations locales parce que c'est là que qu'on trouve tous les vieux monuments et que du coup les gens veulent loger pour, le week-end parce qu'ils sont là que 2 jours et qu'il faut tout voir en 2 jours et puis, ben, aller moins visiter les grands incontournables, même si ça peut sembler frustrant. Heu, c'est vrai que des fois, on va juste voir les grands incontournables parce que tout le monde va les voir, mais bah, il y a peut-être plein d'autres trucs super cool à voir dans des petits quartiers un peu plus éloignés, quoi. Et d'ailleurs dans les villes que tu cites, ben en fait, il y en a qui ont déjà commencé à mettre en place des alternatives, en fait, parce que, bah, c'est une problématique qui est de plus en plus, présente et donc les villes, elles s'interrogent aussi sur ces choses. Lisbonne, par exemple, j'ai vu qu'ils avaient mis en place des mesures comme, limiter le nombre de bus touristiques. Ils ont mis quelque chose en place pour réguler les locations de meublés. Alors j'ai pas trouvé exactement qu'est-ce qu'ils ont mis en place, mais voilà, il y a une politique qui est volontaire là-dessus et ils ont mis en place des parcours piétons pour les grands groupes, du coup pour éviter de créer des bouchons dans les ruelles un peu étroites quoi, qu'il y ait pas des gros groupes qui arrivent en masse et que, bah, on puisse plus passer. Et puis il y a l'exemple de Venise aussi qui est quand même assez célèbre, où eux, ils ont décidé de limiter la taille des groupes de visiteurs à 25 personnes. Un truc auquel j'aurais jamais pensé, mais ils ont interdit l'utilisation des haut-parleurs
bah, juste pour limiter les nuisances sonores parce que j'imagine que chaque, meneur de groupe, guide devait être avec son haut-parleur en train de parler à son groupe. Ça devait faire un peu cacophonie, quoi. Et puis je crois qu'ils ont fait un test aussi, mais je crois que c'est plus en cours, de taxer les courts séjours pour privilégier les gens qui viennent sur, du long terme, quoi. Donc bah, je pense que le but, c'est toujours pareil, il y a pas de solution miracle. Après chacun, chaque ville, chaque région essaye de mettre en place des choses à son échelle, un peu pour, trouver un compromis pour un mieux vivre ensemble, quoi. Il y a pas de tout blanc, tout noir, mais on essaye de de faire au mieux. Ouais, carrément. Et déjà, c'est hyper intéressant d'avoir ton input sur ces questions qui sont effectivement super difficiles. Et d'avoir des éléments concrets de ce qui se met en place aussi, c'est précieux. Il y a un autre levier qui est très contesté, enfin qui est très problématique dans le voyage, qui est le transport. Parce que, bon, bah, l'avion, on le sait, ça pollue beaucoup, c'est un gros producteur de carbone. Donc, comment est-ce que tu organises, les trajets dans tes prestations et comment tu conseilles d'organiser ces trajets pour réduire son impact? Bah, comme tu l'as dit, déjà, je pense que quand on pense voyage, on pense tout de suite, avion, impact carbone, catastrophe, voilà. Je pense que déjà quand on est nomade, on a toujours cet avantage de pouvoir prendre le temps. Je vais essayer de comparer par rapport à un tourisme, plus classique où, les gens partent en vacances, on va dire une semaine, où, bah, prendre le train, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est sur les périodes scolaires, on n'a qu'une semaine donc, on veut pas perdre de temps. Voilà, je pense que quand on est nomade, on a vraiment cet avantage et du coup, on est plus flexible sur les dates de trajet. On peut prendre le temps de chercher des billets de train un peu moins chers, hors des périodes, scolaires du coup ou de grosses affluences touristiques. On peut aussi, plus facilement faire, du covoiturage parce que, bah, quand on est nomade, en général, on est seul ou à 2. C'est pas la famille, avec, 3 enfants qui partent. Enfin, là, c'est compliqué de faire du covoiturage. En plus, l'avantage du covoiturage quand on est nomade et qu'on est seul, pour moi, c'est de rencontrer des gens tout simplement, parce que pendant un trajet, on a le temps de discuter avec, des personnes qui vivent sur place en général, si elles ont des voitures, qu'elles se déplacent. Donc c'est assez intéressant comme alternative. Après, il y a aussi des nomades, par exemple, qui vont voyager avec leurs propres moyens de transport. Alors je dis pas que c'est forcément super écologique de voyager, par exemple en van, en camping-car ou même en voilier parce qu'en fait, finalement, le voilier, bah, on voit que on se dit: «Oh, on utilise le vent et tout», mais bon, déjà, on a un moteur, même si, bon, ça dépend selon qui navigue, on utilise plus ou moins le moteur, mais le coût, écologique de construction d'un navire, son entretien et tout, c'est pas forcément, l'idéal non plus et puis, bah, on a aussi les plus sportifs ou les plus minimalistes qui, eux, vont carrément utiliser, le vélo, la marche ou faire du stop. Enfin, voilà, je pense qu'en tant que nomade, déjà, c'est plus facile d'utiliser des moyens de transport, bas carbone, finalement. Après, le deuxième point sur lequel on peut travailler, si on est un touriste qui part juste une semaine, bah, peut-être se dire: «Je pars moins loin, je prends pas l'avion, mais je pars moins loin». Ou alors, si je prends l'avion, bah, je prends plusieurs semaines, je pars plus longtemps et l'équilibre, il sera jamais, non, forcément, on a eu un gros impact en prenant l'avion, mais voilà, on part pas juste pour un week-end en avion, quoi. Et puis, bah, quand on est nomade, par exemple, on peut, voyager aussi selon un itinéraire, moi, que je qualifie de logique géographiquement. C'est-à-dire qu'on va aller de village en village ou de pays frontalier en pays frontalier, plutôt que de faire, bah, le nord, le sud, l'est, l'ouest, sans arrêt ou, il y a aussi des gens qui décident de se poser dans une grosse ville et puis qui vont prendre, l'avion, tous les week-ends pour aller visiter une autre ville dans le pays. Effectivement, en termes d'impact carbone, c'est quand même assez important. Et puis en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans le fait de voyager, logiquement, géographiquement, si on peut utiliser cette expression, c'est que ça te reconnecte un peu aux distances et à la géographie. On a tendance aujourd'hui, on a accès à la planète entière depuis notre téléphone ou depuis justement, l'avion. Hop, on prend un avion et on arrive direct dans un nouvel endroit et en fait, on se rend pas compte de tout ce qu'on traverse, au passage et en plus, même en termes d'évolution culturelle, quand on y va petit à petit, bah, on voit, que les pays frontaliers vont avoir des petites différences culturelles, mais aussi des choses qui se ressemblent et plus on s'éloigne, plus les cultures vont être différentes, les paysages vont être différents. Donc je trouve que c'est aussi très, très important pour ça de voyager comme ça et des modes de transport comme le van, le voilier, le vélo, bah, en fait, ça t'oblige à voyager dans cet ordre-là finalement, un peu plus comme, on va dire les premiers nomades, les premiers hommes sur terre faisaient finalement parce qu'ils avaient pas l'avion
Ouais, voilà en gros ce que je pourrais dire sur, les trajets. OK, top. Au-delà de l'impact éco-responsable, ce que tu fais avec Evadio et à titre personnel aussi, tu cherches à voyager de manière responsable, mais aussi éthique et donc je voulais te demander par rapport à ça, il y a une question qui, à mon sens, est importante et de ce que tu as dit pour toi aussi, je pense, c'est le respect des populations locales et des cultures locales. Qu'est-ce que, concrètement, tu conseilles, pour voyager dans cet esprit-là? Effectivement, je pense qu'il y a pas que l'impact, écologique qui est important parce que, bah, enfin, tout à l'heure on parlait des Canaries, par exemple aux Canaries, aujourd'hui ils sont en train de se battre, parce que, justement on a construit trop de complexes hôteliers, dans le sud des îles et qu'en fait ça dénature leur paysage et que voilà, ça les énerve, ce qui est normal et donc je pense qu'en tant que voyageur, on n'est pas là pour, imposer notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, je vais dire européen, mais ou français, enfin de là où on vient, au pays où on va, à l'endroit où on va. On est aussi là pour, bah, se dépayser en fait et découvrir, comment les gens vivent sur place et respecter ces cultures et donc finalement, c'est un peu, pour s'ouvrir l'esprit et voilà à d'autres manières de penser. Donc je pense que c'est hyper important déjà de se renseigner sur les habitudes, les mœurs un peu, locales et de les respecter, même si on n'est pas d'accord. Par exemple, si on visite le Vatican, bah, c'est fort probable qu'on nous demandera, d'avoir un truc qui couvre les épaules, de pas montrer nos genoux et pas être en tongs, quoi. Et finalement, c'est nous qui avons choisi d'aller dans cet endroit-là. C'est pas, on nous impose pas quelque chose, comme ça alors qu'on serait chez nous et qu'on bouge pas. Donc, puisqu'on a choisi d'aller visiter cet endroit, bah, si on nous fait une demande, je pense que c'est important de respecter cette demande parce que, bah, là, on va dans un lieu saint, par exemple, et qu'il faut respecter les croyants qui vont dans ce lieu, tout simplement, même si c'est pas nos valeurs au quotidien. Et du coup, je pense que c'est juste pareil dans n'importe quel pays qu'on visite. On pourra jamais être d'accord avec toutes les valeurs qu'il y a. Et puis d'ailleurs, même quand on est chez nous, on n'est pas forcément toujours d'accord. Mais bah, voilà, c'est important de se respecter les uns les autres, d'autant plus quand on n'est pas chez soi, quoi. Et puis, je pense qu'il y a un autre sujet qui est important là, plus pour les nomades ou les expatriés. Un sujet assez sensible, c'est celui du travail parce qu'en fait, souvent, nous on se dit: «Ouais, trop bien, je vais aller travailler à l'étranger, ça va être chouette». Mais en fait, bah, ça peut aussi créer des tensions. On le voit aussi en France, encore une fois et j'ai un peu cet exemple en tête parce que justement quand on était aux Canaries, nous on pensait travailler et en fait on s'est rendu compte que, bah, il y a plein d'endroits où ce sont juste des expatriés ou des saisonniers, des jeunes saisonniers qui veulent, aller travailler un peu au soleil, qui travaillent dans les complexes hôteliers, qui tiennent les boutiques de souvenirs. Là, il y a vraiment là, c'est pour le coup, c'est plus des expatriés, mais alors qu'en fait, sur place, le taux de chômage, il est hyper important et du coup, c'est un peu les touristes longue durée qui travaillent pour, les touristes, de passage, quoi et donc forcément, il y a quelque chose d'injuste pour les personnes qui vivent sur place, quoi. Donc ça aussi, c'est important d'en être conscient et d'essayer de faire du mieux qu'on peut, quoi. On sera jamais parfait, mais juste déjà se renseigner et voilà, respecter les cultures des gens, leur manière d'être, leur comportement et puis si on peut pas l'accepter, bah, finalement on va ailleurs et puis voilà. Tout à fait d'accord. Il y a plein d'enjeux comme ça et donc que ce soit, éthique ou écologique et on sera jamais parfait, mais je pense que déjà se poser la question, c'est une première étape qui est hyper importante et si déjà tout le monde avait ça, ben, ce serait déjà un grand pas en avant. Tu parlais tout à l'heure du tourisme de masse et du fait de voyager, de consommer le voyage. J'ai beaucoup aimé cette expression «consommer le voyage». Mais le fait de dire, voilà, je vais passer, un week-end, dans, telle capitale européenne parce qu'il y a tous mes potes, que j'ai vus sur Instagram qui ont été et que c'est super instagrammable et je veux tout voir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas dans ta manière de voir le voyage. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup lutté, c'est la FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de passer à côté d'un truc hyper important, hyper stylé, bah, que j'aurais pas vu dans cet endroit-là. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui ressentent ça? Alors c'est assez difficile parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais ressenti pendant mon voyage. Peut-être aussi parce que je préparais pas beaucoup, les visites que j'allais faire. J'arrivais sur place et puis j'allais à l'office de tourisme, je disais: «Oh, qu'est-ce qu'il faut voir chez vous? Qu'est-ce que vous me conseillez?» Voilà. Mais du coup, j'ai envie de répondre par une autre question, c'est, quand on est à côté de chez soi,
Est-ce qu'on a déjà tout vu, tout visité? Est-ce qu'on connaît tous les recoins, bah, où vont les touristes, tous les superbes endroits à visiter autour de chez soi? Je suis pas sûre. Enfin, moi, personnellement, du coup, j'ai grandi en Bretagne, j'y vis encore aujourd'hui et je suis loin de connaître, tous les endroits, tous les spots touristiques, de Bretagne, quoi. Il y en a tellement, voilà. Et du coup, je pense quand on voyage, bah, c'est un peu pareil, c'est impossible de tout connaître déjà parce qu'en fait, je pense que chaque recoin vaut le coup d'être visité. Il y a des endroits qu'on nous présente, bah, justement sur Instagram ou, dans les pubs pour les voyages, qui sont waouh à couper le souffle, mais en fait, on va dans la crique d'à côté et en fait, c'est tout aussi, waouh à couper le souffle donc voilà. Et en fait, bah, je me dis: «Est-ce qu'il vaut pas mieux visiter 3 endroits, mettons, vraiment en prenant le temps d'échanger avec les personnes sur place, découvrir, les petits recoins, les petits secrets de cet endroit qu'on visite, de s'imprégner de cette atmosphère, du lieu où» voilà. Ou bien de visiter 50 lieux touristiques qu'on a mis sur notre to-do list, juste, parce qu'on est dans un bus, qui fait un parcours là et à chaque fois on descend, on prend une photo. Hop, on remonte dans le bus, on va à l'endroit suivant, on prend une photo et en plus sur la photo, il y a tous les autres touristes qui sont dessus. Ça cache un peu la beauté du paysage. Vraiment, je quand même grossis un peu les traits, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment de la consommation de voyage comme on fait de la consommation de contenu sur Instagram et je me dis: «Bah, dans ce cas-là, autant rester sur son téléphone, scroller et regarder des belles photos» et ça revient un peu au même, quoi. Après, je me dis que je comprends qu'on puisse ressentir ça quand même et du coup, je me dis: beh, peut-être pour lutter contre cette peur de manquer, moi j'aurais 3 idées pour essayer d'explorer, d'une autre manière une destination. La première, ce serait avant de partir, de un peu de définir une intention du voyage. Bah, on se demande, qu'est-ce que je veux, ressortir de ce voyage? Est-ce que je vais chercher, une connexion à la nature, une pause ressourçante, découvrir, une culture? Voilà, ça peut aider à cibler, les visites qu'on va faire. Bah, par exemple, si je vais chercher une pause, ressourçante, bah, peut-être que je vais aller faire des balades dans la nature plutôt que d'aller visiter tous les musées, du coin. Voilà, c'est juste on peut pas tout faire et puis donc en plus, ça va permettre d'aller voir ce que nous, on a vraiment envie de voir et pas ce qu'on nous a vendu, sur les réseaux sociaux ou dans les pubs, qu'on peut voir sur le voyage, quoi. Après, il y a aussi se déconnecter des réseaux qui nous montrent, bah, justement toujours plus d'endroits, soi-disant merveilleux et qui en plus, je trouve qu'une fois qu'on arrive sur place, quand on a déjà vu 10 fois la photo du même endroit avec des filtres, on arrive sur place un jour où il fait pas très beau ou enfin pour une raison ou une autre, en fait, on est hyper déçus et donc bah, je trouve que finalement, y aller un peu comme ça au feeling aussi des fois, bah, c'est hyper agréable ou juste se dire: «Ah tiens, j'ai entendu qu'il fallait aller visiter un endroit, bah, je vais y aller», mais surtout je me spoile pas avant quoi, j'y vais, je sais pas à quoi m'attendre et ça fait déjà, des super découvertes. Souvent, on est agréablement surpris du coup et puis le dernier conseil, ça serait, aussi de se recentrer sur le chaque moment qu'on vit en fait en voyage. Bah, des fois, on n'est pas en train de visiter un truc incroyable, mais juste, je sais pas, on est au bord de la plage, il y a un super coucher de soleil ou à la montagne, un super coucher de soleil, ou alors on est au marché, bah, on écoute les sons, il y a des odeurs, des textures, vraiment c'est toutes ces ambiances quoi, des petits moments simples et qui peuvent laisser des souvenirs, bah, finalement assez impérissables de vie quoi, juste de vie. Et puis, bah, pourquoi pas se les noter, je sais pas, dans un petit carnet où on mettrait, tout ce qu'on a un peu ressenti, vécu, même si c'est pas, j'ai vu la tour Eiffel, bah, juste, ouais, j'étais dans un petit marché, c'était bien, ça sentait super bon, j'ai rencontré un vendeur chouette, enfin, voilà des petits trucs, tout bêtes comme ça qu'on pourrait noter. Un peu, comme je sais pas si vous faites ça, mais moi maintenant je fais ça. Avant je me faisais une to-do list le matin, avant de travailler et tous les soirs je barrais et puis quand j'avais pas fait un truc ça m'énervait, je me disais: «Mince, je suis en retard» ou voilà. Et maintenant je fais plus ça. Bon, j'ai toujours, un endroit où je note les choses importantes à faire, mes rendez-vous et tout, mais je vais plutôt à la fin de ma journée, je vais noter ce que j'ai fait et finalement, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de me dire: «Ah, j'ai réussi à faire ça, ça, ça et ça bien», plutôt que d'essayer de barrer à toute vitesse, tout ce que je dois faire dans ma journée et voilà. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant donc je me dis: «Pourquoi pas en voyage, on pourrait faire la même chose» et même si on n'a pas tout vu, finalement, on aurait une, «Ah bah, voilà, j'ai fait ça» au lieu de dire: «Ah bah, j'ai pas fait ça». Voilà. C'est hyper intéressant d'appliquer, ce que tu dis pour le voyage à la vie perso ou pro. Ça peut aller dans les 2 cadres, je pense. Et ce que tu dis sur, le moment, l'instant, en plus, tu as parlé des couleurs, des textures. Bah, moi, j'utilise la photo pour faire ça et c'est vrai que ça a vraiment changé,
même avant de voyager, ça a vraiment changé mon rapport, à mon quotidien, en fait, de regarder les petits détails et d'ancrer ces moments-là. J'ai une dernière question, peut-être pas la plus simple. Est-ce que toi, tu penses que d'être nomade, ça peut être un mode de vie plus responsable que d'être sédentaire? Encore une fois, je trouve qu'effectivement, c'est pas une question évidente. Pourtant, au premier abord, j'aurais eu envie de dire oui, parce que, moi, en tant que nomade, j'avais l'impression d'avoir une vie beaucoup plus responsable qu'en étant sédentaire. Parce que justement, ben, quand je suis, sédentaire, typique en Europe, bah, finalement, je vais avoir, plein de choses dans ma maison, je vais partir en vacances, régulièrement, je vais aller travailler tous les jours en voiture. Comme tout le monde va consommer, des produits de divertissement, je vais aller au cinéma, je vais aller au bowling, je vais enfin voilà, je vais faire des sorties quoi et ce qui finalement fait un impact carbone assez élevé parce qu'en plus à chaque fois, bah, je prends ma voiture, hein. Quand on habite à la campagne en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Alors que quand j'étais nomade et ben, en fait, c'est un mode de vie qui incite au minimalisme. Parce que, bah, rien que pour faciliter les déplacements, on est obligé d'avoir pas grand-chose sur nous. J'avais pas besoin de partir en vacances puisque finalement les vacances, elles étaient un peu là tous les jours. Et puis, bah, en fait, bah, oui, je faisais pas de sorties, le cinéma, bowling, laser game, enfin que sais-je. Je profitais de tous les moments, de paysages, j'allais beaucoup plus me balader pour découvrir, bah, ce qui m'entourait, quoi. Et puis en plus, j'avais pas de voiture, donc je me déplaçais tout le temps à pied, j'allais faire mes courses à pied, même s'il fallait que je marche 1 heure pour aller faire mes courses, bah, j'allais faire mes courses à pied, voilà. Et puis c'était normal, mais j'avais le temps aussi. Donc au début, j'aurais envie de dire, oui, mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il y a tellement de manières d'être nomade, comme il y a tellement de manières d'être sédentaire, qu'en fait, c'est hyper difficile, de répondre à cette question, quoi. Il y a des gens qui vont être sédentaires et qui vont vivre, dans un endroit sans voiture, dans une maison, qu'ils auront construite eux-mêmes en bois et qui aura, très peu d'émissions de gaz à effet de serre, enfin qui vont aller, au travail en vélo. Et puis il y a des voyageurs qui justement, vont prendre l'avion, tous les jours, qui vont donc en fait, c'est hyper difficile à répondre comme question. Et d'ailleurs, j'ai cherché, des articles là-dessus et j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai rien trouvé de vraiment parlant, sur le sujet. Je pense que l'impact, il dépend surtout, de manière générale, de notre catégorie sociale, parce que plus on est dans une catégorie sociale élevée, en général, plus on consomme. De notre, lieu de vie, donc qu'on soit, nomade ou sédentaire, en fait, selon le pays où on va aller, bah, on va pas consommer, de la même manière et donc bah, voilà, notre mode de consommation, hein, de manière générale, quoi. Je pense que nomade ou sédentaire, je sais pas si c'est la la question qui va régler, la question de l'éco-responsabilité, mais mais en tout cas, c'est intéressant de se la poser. Je pense que c'est une bonne, réponse. On arrive, sur la fin de cet épisode. 2 petites questions pour la fin, un peu courtes. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait être nomade, qui a pas franchi le cap, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais que si c'est quelqu'un qui a pas franchi le cap, c'est qu'il y a encore des réticences. Il faut chercher pourquoi on a ces réticences et en fait, il faut aussi apprendre à accepter qu'on aura toujours des peurs en nous et bah, apprendre à vivre avec. Voilà, juste, moi, quand je suis partie en voilier, j'en rêvais, mais en même temps, j'avais hyper peur et bah, je me suis dit: «Bah, tant pis, on se jette à l'eau» entre guillemets et en fait, j'ai pas regretté. Donc je pense qu'il faut y aller et puis même si c'est une expérience qui se termine plus tôt que prévu parce que finalement, on se rend compte que ça marche pas, bah, au moins on aura tenté et il y aura pas de regrets donc ouais, je dirais ça. OK et toute dernière question. En un mot, ce que le nomadisme représente pour toi? Pour moi, c'est un mode de vie, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être prêt à accepter de vivre comme ça pendant longtemps, mais d'ailleurs, je crois que tu en parlais dans un de tes podcasts, de faire face à l'incompréhension, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une société où le nomadisme est mis en valeur et pourtant, longtemps, les humains ont été, des sociétés nomades. Donc je pense qu'aujourd'hui, le nomadisme, ouais, c'est un choix de mode de vie et voilà, juste ça. Un immense merci à Yuna pour avoir partagé non seulement son expérience de nomade en voilier, mais aussi sa vision professionnelle du voyage éthique et responsable. Je vais faire un retour sur un point en particulier qui m'a beaucoup frappé dans ce qu'a dit Yuna. C'est l'image qu'elle dépeint des nomades digitaux. Alors attention, cette image, elle vient pas d'elle, hein.
c'est celle qu'elle a trouvée en faisant des recherches. Mais c'est vrai que quand on dit qu'on est nomade digital, on est associé à cette image-là, de ceux qui sont au bord de la piscine, qui ne changent pas leur mode de vie en fonction des destinations, mais qui vivent leur mode de vie à moindre coût ailleurs. Donc c'est aussi associé à un manque de respect, des populations locales, mais aussi parfois de l'environnement. Enfin bref, moi ça m'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois, d'être associée à cette image-là. Donc d'avoir, une réaction un petit peu de recul, un peu péjorative quand je dis que j'étais nomade digitale. Et d'ailleurs, en fait, c'est drôle, généralement, je dis pas que je suis nomade digitale, je dis juste que je suis nomade. C'est péjoratif, mais c'est moins péjoratif, je trouve. Donc si on est associé à ce mode de vie-là, et à cette façon-là de consommer le voyage, comme disait Yuna, et ben, je pense que c'est normal que les gens partent avec ce préjugé négatif. Donc j'espère vraiment faire partie de la seconde catégorie dont tu as parlé, Yuna, celle que décrit Felipe Cor dans son article. Je vous ai mis le lien en description, je vous conseille vraiment d'aller le lire, il est très bien écrit et super intéressant. Et il dit une phrase qui m'a frappée, il dit: «On appartient tout à fait à un lieu donné, mais jamais d'une manière définitive». Et alors moi je me suis pas sentie partout comme ça bien sûr, mais c'est vraiment un but. C'est ça la vision que je veux donner à mes voyages, en 2025 et puis au-delà. Donc pour ça, il y a 2 éléments parmi tout ce qu'a dit Yuna qui m'ont parlé particulièrement et que j'ai vraiment envie d'appliquer, à mes voyages. La première, c'est de prendre le temps. Donc je bouge toutes les 4 à 6 semaines. Il y a certains nomades qui bougent beaucoup, beaucoup plus, mais il y en a aussi beaucoup qui se déplacent moins et depuis plusieurs mois, je sens le besoin de ralentir. Donc ça, c'est la première intention que je veux mettre dans mes voyages pour l'année qui vient. Et la seconde, c'est de fixer une intention pour chaque destination, comme disait Yuna quand elle a parlé de la peur de manquer quelque chose. Hem, du point de vue du développement personnel, moi, j'ai toujours des objectifs et avant, je les faisais par mois et maintenant, je les fais par destination parce que ça fait plus sens pour moi justement parce que j'ai un mode de vie qui change un peu, sur chaque destination. Je m'adapte et du coup, mes objectifs s'adaptent aussi et je vais ajouter à ça de fixer une intention qui me permettra de choisir comment passer mon temps et de pas ressentir ce besoin de tout faire. Donc voilà, encore une fois, je remercie Yuna infiniment pour la richesse de cet échange. Vous pouvez retrouver l'article et les labels qu'elle a mentionnés dans la bio et tous les liens de son site internet, de ses réseaux sociaux sur lesquels elle partage régulièrement sur le sujet du voyage responsable. Enfin, si vous avez aimé l'épisode, pensez à vous abonner et à lui donner 5 étoiles, ça m'aide énormément pour sa visibilité. Vous pouvez aussi suivre mes aventures nomades sur mon compte Instagram by Chloé. N'hésitez pas à me laisser un message pour me faire un retour ou me partager une expérience, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!